Avez-vous déjà imaginé ce qui se passe quand une vie parfaite se brise dans un silence absolu? Isabella, la femme enceinte du millionnaire Richard Sterling, avait tout ce dont une femme pouvait rêver. Mais un jour, elle a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière elle qu'un écho. Tandis que la maîtresse ambitieuse de Richard, Chloé, célébrait sa victoire, elle n'imaginait pas que l'homme qui avait tout allait s'effondrer et pleurer, non pas pour sa possession perdue, mais pour un amour qu'il n'avait jamais su posséder. Ceci était l'histoire de la façon dont un départ silencieux a créé le rugissement le plus fort, prouvant que la vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous ne pouvez supporter de perdre. Le soleil de fin d'après-midi, de la couleur du champagne coûteux, filtrait à travers les immenses baies vitrées de Penthouse, illuminant des grains de poussière dansant dans l'air comme de petits esprits insouciants. Isabella Sterling les regardait depuis sa place sur un fauteuil en velours, une main posée protectrice sur le léger renflement de son ventre. À 7 mois de grossesse, son corps était un paysage de changement, témoignage de la nouvelle vie qu'elle nourrissait en elle. Le bébé, leur fils, était la seule chose pure et immaculée dans cet égage doré. De l'extérieur, sa vie était un objet d'envie profonde. Elle était l'épouse de Richard Sterling, un homme dont l'ambition avait sculpté un empire redoutable dans le monde impitoyable de l'immobilier d'entreprise. Leur maison, un vaste duplex surplombant Central Park, était un monument à sa réussite, rempli d'or plus investissement que passion et de meubles trop beaux pour être vraiment confortables. Son reflet dans le chrome poli d'une sculpture voisine était déformé. Une version fantaisiste de la femme qu'elle était censée être, sereine, épanouie, rayonnante. Au lieu de cela, elle y vit les légères ombres violettes sous ses yeux qu'aucun anti-cerne ne pouvait masquer, et la tension dans sa mâchoire qui trahissait 1000 larmes non versées. Le silence de l'appartement était une entité vivante, rompue seulement par la symphonie lointaine et assourdie du trafic new-yorkais. C'était un silence qui s'était installé au fil des années, s'infiltrant dans les fissures de leur mariage jusqu'à en devenir le fondement même. Richard n'était pas un homme cruel, pas au sens conventionnel. Il ne levait pas la voix ni la main. Sa cruauté était celle de la négligence, une indifférence lente et écrasante qui était bien plus destructrice. Il ne la voyait pas comme une partenaire, mais comme sa plus belle acquisition, une pièce finale polie pour compléter le portrait de son succès. Il l'ornait de diamants, mais jamais de son temps. Il remplissait sa garde-robe de vêtements de marque, mais ne s'enquérait jamais de la femme qui les portait. Il avait fourni le sperme pour leur enfant avec la même efficacité détachée qu'il appliquait à une transaction commerciale. Une étape nécessaire pour assurer son héritage. Son téléphone vibra sur la table d'appoint en marbre. Une notification d'un blog mondain. Une photo de Richard prise la veille au soir lors d'un vernissage. Elle était trop fatiguée pour y assister. Il riait, la tête penchée vers une rousse saisissante dans une robe de soie verte. Isabella Zuma. Chloe Summers, une architecte montante engagée récemment par le cabinet de Richard Barr. Elle était vive, ambitieuse, et dégageait ce type d'ambition prédatrice qu'Isabella reconnaissait chez son mari, car elle l'avait autrefois vu en elle-même. Isabella avait vu les regards insistants, les textos tardifs déguisés en travail, l'odeur d'un autre parfum sur ses vestes. Mais elle n'était pas stupide. Elle ferma les yeux et, au lieu du penthouse, elle se retrouva dans son petit appartement encombré de Brooklyn, des années auparavant. Une jeune Isabella, étudiante en droit avec le feu dans le ventre et une foi farouche en la justice, elle rêvait de travailler pour une association, d'être une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Puis Richard était entré dans sa vie, une force de la nature, l'éblouissant par son charme et l'ampleur de son monde. Elle avait confondu son ambition avec la passion, sa possessivité avec l'amour. Elle s'était laissée modeler, polir, placer sur ce piédestal, oubliant lentement la femme qu'elle avait voulu être. Le feu s'était réduit à une braise, et maintenant elle craignait qu'il ne s'éteigne bientôt. Mais le bébé changeait tout. Ses légers frétillements contre ses côtes lui rappelaient constamment une vie au-delà de ce luxe suffocant. Il méritait plus qu'une mère fantôme dans sa propre maison et un père étranger. Il méritait l'authenticité, la chaleur et un amour non transactionnel. Et elle méritait d'être la femme capable de le lui donner. Ce soir-là, Richard rentra tard, sentant le scotch et le parfum de jasmin de Chloé. Il déposa un baiser distrait sur le front d'Isabella, ses yeux déjà rivés sur le cours de la bourse qui défilait à la télévision.
Comment était ta journée? Demanda-t-il, la question un réflexe, pas une véritable interrogation. Calme, répondit-elle, la voix égale. J'ai finalisé la chambre de bébé. Bien. As-tu commandé le cheval à bascule antique dans le catalogue que je t'ai laissé? Oui, moi, mentit-elle. Elle avait en fait annulé la commande obscénément chère et fait don de la somme équivalente à un hôpital pour enfants. C'était un petit acte de rébellion secret, mais cela lui semblait une victoire monumentale. Il grogna de satisfaction, desserrant sa cravate. Je conclus l'affaire Westwood demain. Ce sera énorme. On devrait fêter ça ce week-end. Peut-être un voyage au Hampton. Il parlait de nous, mais elle savait que c'était un nous royal. Elle n'était qu'une compagne, un accessoire. Il passerait le week-end au téléphone, donnant des ordres, tandis qu'elle devrait s'asseoir au bord de la piscine et avoir l'air satisfaite. Elle le regarda se déplacer dans la pièce, un étranger beau et puissant qui partageait son lit. L'amour qu'elle avait ressenti autrefois s'était depuis longtemps transformé en une douleur creuse, qui avait finalement cédé la place à une clarté froide et dure. L'ambition, comprenait-elle maintenant, pouvait être un cancer. Elle l'avait consumé, et elle l'avait presque consumé, mais plus maintenant. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il dormait à ses côtés, d'un sommeil profond et sans rêve des gens sans souci, Isabella restait éveillée, traçant sa route. Son plan se formait depuis des mois, un plan d'évasion secret. Elle avait discrètement siphonné de l'argent de son allocation sur un nouveau compte sous son nom de jeune fille, un nom qu'il avait probablement oublié. Elle avait recherché des villes, petites et insignifiantes, des endroits où Madame Sterling ne serait jamais recherchée. Elle avait préparé un seul sac caché au fond de son immense garde-robe, rempli non pas de vêtements de marque, mais d'objets pratiques, de trésors sentimentaux et d'un exemplaire usé d'un manuel de droit qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Elle ne s'enfuyait pas dans un accès de colère. C'était une mission de sauvetage. Elle sauvait son fils d'une vie de vide doré, et elle se sauvait elle-même de l'oubli. Il n'y aurait pas de confrontation dramatique, pas de dispute criée. Ce n'était pas son style, et cela lui donnerait un combat à gagner. Elle disparaîtrait simplement. Un acte de disparition élégant, silencieux. Il se réveillerait un matin, et un morceau de sa vie parfaite, sa possession la plus précieuse, aurait simplement disparu. Qu'il fasse rage contre le silence. Que la maîtresse croie avoir gagné. Isabella connaissait la vérité. Elle se libérait enfin, elle et son enfant. Richard Sterling se réveilla au bourdonnement programmé et insistant de ses stores automatisés qui se rétractaient. La lumière inonda la suite parentale, se reflétant sur les accents chromés et les surfaces froides en verre qu'il préférait. Il se retourna, sa main cherchant la place chaude à côté de lui, et ne trouva que du coton égyptien frais et doux. Il fronça les sourcils. Isabella était d'habitude celle qui le réveillait. Une main douce sur son épaule, une tasse de café déjà prête sur la table de chevet. Elle s'accrochait à ses petits rituels domestiques avec une ténacité tranquille qu'il trouvait à la fois attendrissante et légèrement pathétique. Il s'assit, balançant ses jambes par-dessus le bord du lit. « Isabella » appela-t-il, la voix rauque de sommeil. Le silence qui répondit fut absolu, profond. C'était différent du calme habituel du matin. Il semblait lourd, délibéré. Il traversa la suite jusqu'à l'immense dressing, son côté méticuleusement organisé, mais qui semblait néanmoins intact. Il vérifia la salle de bain principale avec ses 2 lavabos en marbre. Sa brosse à dents manquait, un détail minuscule et insignifiant, mais qui envoya un étrange frisson d'inquiétude le long de sa colonne vertébrale. Il descendit l'escalier flottant en verre jusqu'au salon principal. Le penthouse était impeccable, comme toujours. Le personnel de ménage était passé la veille, mais l'air était encore stérile. Son jeté en cachemire préféré était plié proprement sur le canapé de chat, pas drapé artistiquement comme elle le laissait d'habitude. Le livre qu'elle lisait était fermé sur la table d'appoint, un marque-page en argent glissé précisément à la page où elle s'était arrêtée. C'était comme si la pièce avait été mise en scène. Sur le marbre blanc éclatant de l'îlot de cuisine, appuyé contre une corbeille de fruits ridiculement chers, se trouvait une seule feuille de papier de qualité, couleur crème. C'était son papier à lettres personnelles, celui qu'elle utilisait pour les notes de remerciement. Son nom, Richard, était écrit dessus dans son élégante écriture bouclée. Il le ramassa, s'attendant à une liste de courses, un rappel pour une soirée,
Au lieu de cela, le mot à l'intérieur était brutalement court. Je suis parti. Ne me cherchez pas. C'était tout. Pas d'explication, pas de reproche, pas de signature. Les mots étaient austères sur le papier crémeux. Il les lut à nouveau, puis une troisième fois. Un œuf froid se serrait dans son estomac. Cela devait être une blague, une mauvaise farce mélodramatique. Isabella n'était pas impulsive, elle était prévisible, placide. Elle était l'eau calme face à sa tempête. Elle ne partirait pas comme ça. Surtout pas maintenant, avec le bébé qui allait arriver, leur fils, son héritier. Il sortit son téléphone, son pouce planant au-dessus de la photo de son contact. Une photo souriante et ensoleillée d'elle, prise lors d'un voyage en Italie il y a 2 ans. Il avait l'air heureux. Il composa le numéro. Il tomba directement sur la messagerie vocale. « Isabella, ce n'est pas drôle, dit-il, la voix tendue. Rappelle-moi maintenant. » Il essaya le numéro de sa mère. Un message vocal agréable mais ferme l'informa qu'Eleanor était en croisière de 2 mois dans les fjords norvégiens et qu'elle ne serait pas joignable. Pratique. Trop pratique. La panique, une émotion inconnue et indésirable, commença à le ronger. Il parcourut l'appartement, ouvrant des placards, tirant les rideaux comme si elle pouvait se cacher derrière. La nurserie, autrefois source de fierté détachée, ressemblait maintenant à un mausolée. Les petits vêtements, le berceau artisanal, le mobile silencieux. C'étaient tous des monuments à un avenir qui venait d'être effacé. Il vit l'espace vide où le cheval à bascule antique aurait dû se trouver. Un éclair de souvenir, lui disant de le commander, son accord silencieux. Il n'avait même pas pensé à vérifier s'il était arrivé. Son esprit s'emballa, parcourant les possibilités. Avait-elle été enlevée? Non. Il n'y avait pas de demande de rançon, aucun signe d'effraction. Avait-elle eu une urgence médicale? Il appela le concierge qui confirma que Mme Sterling avait quitté l'immeuble à 5h30 du matin, seule, portant une seule valise. Elle lui avait dit qu'elle allait rendre visite à une amie dans le Connecticut pour quelques jours. Elle avait été calme, souriante même. Le concierge n'y avait rien vu d'étrange. Le froid dans son estomac se transforma en glace. Elle avait planifié cela. Le sourire calme, le mensonge au concierge, le timing avec le voyage de sa mère. C'était un acte calculé, délibéré. Mais pourquoi? Leur vie était parfaite. Ils lui donnaient tout. Ils bâtissaient un empire pour leur fils. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir de plus? Son téléphone vibra. C'était Chloé. « Je pense à toi. J'ai hâte de célébrer l'accord de Westwood ce soir. » Une photo d'elle suivit, faisant la moue de manière espiègle l'appareil photo depuis son bureau épuré et minimaliste. Pendant un instant, il avait oublié. L'accord, la célébration. Chloé. Isabella savait-elle pour Chloé? Il avait été prudent, discret. Mais Isabella était observatrice dans son genre discret. Peut-être n'était-elle pas aussi placide qu'il le pensait. Il ressentit une montée de colère chaude et vive. Comment osait-elle? Comment osait-elle lui jeter cela à la figure? L'embarrasser? Perturber sa vie alors qu'il était sur le point de réaliser son plus grand triomphe professionnel? Il tapa une réponse à Chloé. Changement de plan. Quelque chose est arrivé avec Isabella, affaire de famille. Il avait besoin de contrôler le récit. Une femme enceinte instable et émotive qui avait besoin d'espace. C'était gérable. Une femme qui l'avait abandonnée. C'était une catastrophe médiatique. Chloé l'appela instantanément. « Tout va bien, chérie? C'est le bébé? » Sa voix était une symphonie parfaite de préoccupation, mais Richard pouvait entendre la note sous-jacente d'excitation. « Elle va bien. Elle est juste allée rendre visite à une amie pendant quelques jours. Elle se sentait dépassée, mentit-il, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Nous devrons reporter notre célébration. »« Oh, bien sûr, dit Chloé Denny, le ton empreint de sympathie. Pauvre petite, la grossesse peut être tellement éprouvante. » Eh bien, si elle est partie pour quelques jours, peut-être que je peux venir te remonter le moral ce soir, juste pour un petit moment. L'offre était audacieuse, mais c'était exactement ce qu'il attendait d'elle. C'était une partie de ce qui l'attirait chez elle, son ambition sans excuse, sa franchise. Elle voyait une ouverture et elle la saisissait. Pour l'instant, il n'avait pas l'énergie de s'en occuper. « Pas ce soir, Chloé. Je dois gérer ça. »« D'accord, chérie.
Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. Il raccrocha et regarda à nouveau la note d'Isabella. Ne me cherchez pas. Ce n'était pas une requête, c'était un défi, un gant jeté, et Richard Sterling ne reculait jamais devant un défi. Il ne lui permettrait pas de disparaître comme ça, d'emmener son fils et de s'évaporer de sa vie. Elle était sa femme, elle portait son enfant, elle lui appartenait. Le choc se durcissait maintenant en une résolution froide, dure comme le diamant. Il la retrouverait, il la ramènerait et alors il y aurait un compte à régler. Il devait juste comprendre où dans le monde elle avait pu aller. Un jour se mua en un autre, puis en une semaine entière et angoissante. Le choc et la colère initiaux qui avaient propulsé Richard pendant les premières 48 heures commencèrent à se transformer en une anxiété ennuyeuse et inconnue. Le penthouse tentaculaire, autrefois symbole de sa domination, ressemblait maintenant à une chambre d'écho. Chaque coin silencieux se moquait de lui de l'absence d'Isabella. Il se retrouva à errer dans la nurserie, traçant le contour du berceau non utilisé. La senteur de lavande et de poudre pour bébé qu'elle avait choisie flottait dans l'air comme un fantôme. Il avait commencé par faire les choses évidentes. Il appela ses amis, ces femmes du monde superficiel qu'il trouvait fades et ennuyeuses. Elles furent une toute surprise, offrant des condoléances récitées. Non, elles n'avaient pas de nouvelles d'Isabella. Oui, elles avaient remarqué qu'elle était renfermée ces derniers temps. Elles avaient remarqué cela sur le compte des hormones de grossesse. Leurs paroles étaient inutiles, leur sollicitude une curiosité à peine voilée. Il vérifia leur compte bancaire commun. Intouché, il consulta les relevés de cartes de crédit. Son dernier achat datait d'une semaine dans une librairie du West Village. Il s'y rendit lui-même. Un homme en costume à $1000 semblait complètement déplacé parmi les étagères poussiéreuses. La caissière, une jeune femme aux cheveux violets, se souvenait vaguement d'elle. Oui, la jolie dame triste. Elle avait acheté des guides de voyage. Oregon, Washington, Californie du Nord, et des livres sur le droit constitutionnel. Ce détail était si étrange, si inhabituel, que Richard le rejeta comme une erreur. Au troisième jour, sa fierté était suffisamment écorchée pour faire ce qu'il aurait dû faire dès le début. Il engagea le meilleur détective privé que l'argent puisse acheter. Monsieur Harrison était un ancien détective, un homme avec une réputation de limier, et des yeux fatigués et cyniques pour l'accompagner. Il était assis en face de Richard dans le salon stérile. Sa veste et un tweed usé contrastaient vivement avec le décor minimaliste. Elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Débranché du réseau, son ordinateur portable est dans son bureau. Effacé, expliqua Richard, les mots nets. Elle a pris une seule valise et son passeport. Elle a retiré $5000 en espèces, le maximum quotidien, chaque jour depuis 2 semaines, de son compte personnel, un compte que j'ignorais qu'elle avait. Cet aveu lui donna l'impression d'avaler du verre. Harrison hocha lentement la tête, prenant des notes dans un petit carnet relié en cuir. Malin, murmura-t-il presque pour lui-même. Pas d'empreinte numérique, des espèces, une rupture nette. Votre femme, Monsieur Sterling, est soit très effrayée, soit très maligne. C'est ma femme, dit-elle, répliqua Richard. Elle est enceinte de mon enfant. Retrouver l'homme, les jours qui suivirent furent une leçon de frustration. Les mises à jour d'Harrison étaient laconiques et sombres. Isabella n'avait utilisé aucune carte de crédit, réservé aucun vol, ni loué de voiture à son nom. Elle n'avait franchi aucune frontière. Elle était simplement descendue d'un taxi jaune près de Penn Station et s'était dissoute dans l'anonymat grouillant de la ville. Elle était devenue un fantôme. Pendant ce temps, Chloé perdait patience. Elle avait d'abord joué le rôle de la maîtresse compréhensive et soutenante, mais ses ambitions ne permettaient pas de longs ajournements. Elle voyait la disparition d'Isabella comme le dernier obstacle levé. Et l'obsession continue de Richard à la retrouver l'agaçait. « Cela fait plus d'1 semaine, Richard, dit-elle un soir, passant une main manucurée dans le dos de son amant, alors qu'il regardait par la fenêtre les lumières de la ville. Elle s'était introduite dans les penthouses, un geste territorial qu'il n'avait pas l'énergie de contester. « Tu ne crois pas qu'il est temps de considérer qu'elle ne veut pas être retrouvée? Peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un. Ne sois pas ridicule, ricana-t-il. Mais la graine du doute, venimeuse et indésirable, prit racine. Était-ce possible? Son silence avait-il masqué une vie secrète qu'il ignorait totalement? C'est ridicule, insista Chloé, sa voix soyeuse. Elle était malheureuse.
Tu l'as dit toi-même. C'est une belle femme. Peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un qui pouvait lui donner ce que tu ne pouvais pas. Je lui ai tout donné, rétorqua Richard, se retournant pour lui faire face. Vraiment? Les yeux de Chloé étaient vifs, intelligents. Tu lui as donné des choses, Richard. Une belle cage. Peut-être qu'elle voulait être vue, pas seulement exposée. Ces mots touchaient une vérité qu'il refusait de confronter. Il détestait qu'elle puisse le lire si bien. Il repoussa cette pensée, concentrant sa colère sur Isabella. La trahison semblait plus aiguë, plus personnelle que n'importe quelle liaison. Une liaison était une simple transgression charnelle. C'était un rejet de toute sa vie, de son monde entier. Son travail commença à en pâtir. Il était distrait lors de ses réunions, impatient avec ses subordonnés. Son esprit dérivait constamment vers l'énigme de sa femme. Où était-elle? Était-elle en sécurité? Le bébé? Son fils allait-il bien? La question résonnait au cœur de la nuit. Un murmure terrifiant. Il avait toujours considéré l'enfant comme un concept, un héritage. Maintenant, pour la première fois, il ressentait un éclair de quelque chose d'autre. Une peur primale, protectrice. Harrison appela à la fin de la 2e semaine. « Nous avons trouvé le chauffeur de taxi », dit-il d'une voix plate. Il l'a déposé à une petite gare routière régionale à Newark. Elle a payé en espèces. Elle portait une robe simple, pas de bijoux et une paire de lunettes de soleil. Il a dit qu'elle avait acheté un billet pour un bus se dirigeant vers l'ouest. La route a une centaine d'arrêts entre ici et Chicago. Elle aurait pu descendre n'importe où. La nouvelle fut un coup de poing dans le ventre, un bus. Isabella, habituée aux jets privés et aux voitures avec chauffeur, avait pris un bus. C'était une autre pièce du puzzle qui ne correspondait pas à l'image de la femme qu'il pensait avoir épousée. L'ampleur de sa planification, sa détermination tranquille était stupéfiante. Elle n'était pas seulement partie. Elle s'était dépouillée de toute son identité. Ce soir-là, Chloé essaya à nouveau. Elle lui prépara un dîner, emplissant l'appartement silencieux de l'arôme de l'ail rôti et des herbes. Elle portait une robe noire qui épousait sa silhouette comme une seconde peau et parlait à voix basse et apaisante d'un nouveau projet, d'un nouveau marché, d'un avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Elle peignait le tableau d'une vie avec elle. Une vie où il était le centre incontesté. Une vie sans le fardeau d'une femme triste et compliquée. « Laisse-la partir, Richard », murmura-t-elle, ses lèvres près de son oreille. Elle a fait son choix. Maintenant, tu peux faire le tien. Nous pouvons être heureux. Il la regarda, son beau visage avide, et il ne ressentit rien. Son ambition, autrefois un reflet exaltant de la sienne, semblait maintenant avide et creuse. Ses tentatives pour le réconforter ressemblaient à une stratégie de prise de contrôle d'entreprise. La victoire qu'elle ressentait si clairement était une victoire sur une femme qu'elle ne connaissait pas, pour un prix qu'elle ne comprenait pas. Son esprit n'était pas tourné vers l'avenir qu'elle vendait. Il était tourné vers un bus se dirigeant vers l'ouest, dans le vaste inconnu du cœur de l'Amérique, transportant une femme qui lui était étrangère et son fils à naître. L'acte de disparition était complet. Elle s'était non seulement échappée, mais elle s'était effacée. Et en faisant cela, elle avait laissé un vide en forme d'Isabella dans son univers. Un vide qui commençait à l'aspirer. L'enquête s'éternisait. Chaque jour ne rapportait que des fragments d'informations de plus en plus petits, comme des pièces de puzzle venues de 1000 boîtes différentes. M. Harrison, méthodique et implacable, commença à fouiller non pas le présent d'Isabella, mais son passé, essayant de retrouver le fantôme de la femme qu'elle était avant de devenir Madame Sterling. Ce qu'il trouva ébréchait la statue de marbre que Richard avait construite dans son esprit. Il découvrit son ancien appartement de Brooklyn, qu'elle n'avait jamais vendu, seulement sous-loué par une agence discrète. La locataire, une étudiante diplômée, déménageait. Harrison eut donc accès. L'appartement était petit, un peu usé, mais il dégageait une chaleur que le penthouse n'avait pas. Les murs étaient couverts de livres, pas seulement des livres de droit, il y avait aussi de la poésie, des romans classiques et des histoires politiques. Cachés dans un placard, une boîte contenait de vieux dossiers. C'était ceux de son époque à la clinique d'aide juridique pendant ses études de droit. Richard regarda les photos que Harrison lui avait envoyées. Des dossiers sur les droits des locataires, des expulsions abusives, des différends familiaux. Elle s'était battue pour les gens, passionnément et gratuitement.
C'était une facette de sa personnalité qu'il ne pouvait concilier avec celle de la femme qui passait ses après-midi à des déjeuners caritatifs. Puis Harrison découvrit le compte bancaire, celui qu'elle utilisait pour économiser son fonds d'évasion. Il avait été ouvert il y a 8 ans, avant même qu'elle ne le rencontre. Les premiers dépôts étaient modestes, rassemblés grâce à un emploi de serveuse à temps partiel. Au fil des années, après leur mariage, les dépôts devinrent plus importants, plus réguliers. Une partie de son allocation généreuse méticuleusement détournée. Ce n'était pas un plan récent. C'était un jeu de longue haleine, une stratégie d'indépendance discrète qu'elle avait maintenue pendant tout leur mariage. La prise de conscience était troublante. Il avait vécu avec une inconnue, une femme avec une vie secrète, un noyau caché d'autosuffisance qu'il n'avait jamais soupçonné. Ces révélations laissèrent un Richard désorienté, à la dérive dans une mer de confusion. Il s'asseyait dans son bureau silencieux, haut au-dessus de Manhattan, et regardait la photo granuleuse d'elle, capturée par la caméra de sécurité de la gare routière. Une femme en robe simple, le visage caché par des lunettes de soleil. Elle semblait anonyme, déterminée. Il essaya de superposer l'image de sa femme, élégante, sereine, parée, sur cette silhouette de fugitif, et les deux refusaient de fusionner. Chloé, toujours opportuniste, voyait sa confusion comme un terreau fertile pour son propre récit. Elle reconnut que le fantôme d'Isabella était un rival plus redoutable que la femme vivante. Elle devait ternir la mémoire pour repeindre le portrait de la femme victimisée en celui d'une fugueuse manipulatrice et égoïste. Elle commença à semer des graines, subtilement au début, puis avec une confiance croissante. « C'est l'argent, n'est-ce que, lança-t-elle un soir, en faisant tournoyer un verre de vin alors qu'elle était affalée sur son canapé. « Elle a tout cet argent. Elle avait un appartement secret. Il n'a jamais vraiment été avec toi, Richard. Elle attendait juste son moment. Une femme comme ça, d'un milieu simple, ton monde a dû être un moyen pour une fin. » Il voulait rejeter ses paroles, mais les découvertes de Harrison leur donnaient un vernis de crédibilité. « Et le bébé, continua Chloé, sa voix douce d'une fausse sympathie. C'est le levier parfait. Elle sait que tu veux un héritier. Elle prend le bébé, et quand elle refera surface, elle pourra exiger tout ce qu'elle voudra lors du divorce. C'est le classique coup de la chercheuse d'or, seulement exécuté plus intelligemment que la plupart. Elle était intelligente, tournant les faits pour les adapter à son histoire. La force tranquille d'Isabella devint de la ruse. Son désir de liberté devint un stratagème financier. Chloé reformulait le récit dans un langage que Richard comprenait. Stratégie, levier, actif. Il se retrouva à écouter, laissant le poison de sa perspective s'infiltrer, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité plus douloureuse. Qu'il avait si profondément échoué en tant que mari que sa femme avait choisi un billet de bus vers nulle part plutôt qu'une vie avec lui. Les murmures devinrent une campagne. Quand l'un des membres du conseil d'administration de Richard, un ami nommé Robert, mentionna combien il était désolé d'entendre parler de l'épisode d'Isabella, Richard réalisa que Chloé avait parlé. Elle gérait soigneusement l'histoire, divulguant une version éditée à leur cercle social. Le récit était cohérent. Isabella, fragile et instable à cause de sa grossesse, avait eu une dépression nerveuse. C'était tragique, mais Richard faisait preuve de stoïcisme, la protégeait. Cela le dépeignait comme la victime, le mari qui avait beaucoup souffert, et effaçait soigneusement toute question sur sa propre conduite, sur son association très publique avec Chloé elle-même. « Je veux juste te protéger, chérie, » disait-elle, les yeux écarquillés d'une fausse sincérité. Les gens commencent à parler et je ne supporte pas de les voir te blâmer pour son instabilité. Le mensonge était séduisant. Il l'absout. Il lui permet de canaliser sa confusion et son chagrin et une émotion plus gérable, la juste colère. Il commença à y croire. Isabella la calculatrice, Isabella la chercheuse d'or, Isabella la femme instable qui lui avait volé son fils. Un après-midi, Harrison lui remit son dernier rapport. Nous avons retracé un achat fait avec une carte de débit prépayée, acheté en espèces dans une petite ville de l'Ohio, un ordinateur portable d'occasion. L'adresse de livraison était une boîte postale dans le Missouri rural. Au moment où mon homme est arrivé là-bas, la boîte était fermée depuis une semaine. Donc nous avons toujours 2 semaines de retard sur elle, dit Richard Hard, la frustration lui donnant un goût métallique dans la bouche. Mais nous avons trouvé autre chose.
La boîte postale était ouverte au nom d'Anna Lawler. Lawler était le nom de jeune fille de sa mère. Anna Lawler, un nouveau nom pour une nouvelle vie. Elle était en train d'effacer systématiquement Isabella Sterling. La froideur de cette démarche, l'audace pure, alimentaient le récit que Chloé avait si soigneusement construit. Il remercia Harrison et raccrocha la mâchoire serrée. Il regarda autour de lui le vaste et vide penthouse. Tous les objets, l'art, les meubles, ils semblaient être des accessoires sur une scène pour une pièce dont la primadonna était partie. Il avait acheté tout cela pour impressionner le monde et pour la posséder. Il voyait ça maintenant. Il l'avait traité comme cet appartement. Quelque chose à acquérir, à organiser et à montrer. Il ne s'était jamais demandé ce qui se cachait derrière ses yeux tristes et magnifiques. Et Chloé, à sa manière, lui faisait la même chose. Elle n'essayait pas de construire une vie avec lui. Elle essayait d'acquérir la sienne. La prise de conscience fut fugitive, rapidement enfouie sous la colère plus facile, plus acceptable. Chloé était la mort. Isabella était partie. Il choisit le mensonge parce que la vérité était un miroir qu'il ne pouvait supporter de regarder. Les fissures dans le monde méticuleusement construit de Richard Sterling commencèrent à apparaître. La recherche d'Isabella était devenue une obsession dévorante, un processus de fond qui drainait sa concentration et son énergie. Au travail, il était un fantôme hantant le coin du bureau. Son esprit était constamment ailleurs. Les affaires qu'il aurait autrefois poursuivies avec une férocité prédatrice lui semblaient maintenant dénuées de sens. Son empire, le monument à son ambition, lui paraissait une coquille vide. Il commença à la voir partout. Une femme enceinte traversant la rue faisait tressaillir son cœur pour être aussitôt suivie d'une vague de déception. L'odeur de la pluie sur le trottoir chaud le transportait à leur premier rendez-vous, un souvenir qu'il n'avait pas consulté depuis des années. Il se défaisait fil par fil et ne savait pas comment arrêter. Le point de rupture arriva lors de la réunion trimestrielle du conseil d'administration pour Sterling Enterprises. C'était l'aboutissement de l'affaire Westwood, son plus grand succès. Il était censé être triomphant, puissant, maître de lui-même. Mais alors qu'il se tenait à la tête de la table en acajou poli, les visages des membres de son conseil se brouillèrent. Les chiffres sur l'écran du projecteur nagèrent devant ses yeux. Tout ce qu'il voyait, c'était l'espace vide où Isabella aurait dû être, l'encourageant depuis les coulisses comme elle le faisait toujours. Sa fierté discrète était d'une force stabilisatrice qu'il avait toujours tenue pour acquise. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne vinrent pas. Son discours soigneusement préparé sur les marges bénéficiaires et la croissance future sonnait comme une langue étrangère. Il agrippa le bord de la table, une vague de vertige le submergeant soudainement. « Richard, tu vas bien? » C'était Robert, le visage marqué par l'inquiétude. Richard regarda les visages qui le fixaient. Des hommes qu'il connaissait depuis des années. Des hommes qui le respectaient et le craignaient. Il ne ressentit qu'un vide profond et écrasant. L'Empire ne signifiait rien. L'accord ne signifiait rien. Il avait conquis le monde, mais il avait perdu sa femme et son fils. Et il ne savait même pas pourquoi. Une larme chaude traça un sillon sur sa joue, puis un autre. Il se tenait là, devant son conseil d'administration, les titans de l'industrie, et commença à pleurer. Pas des larmes silencieuses et dignes, mais des sanglots rauques et déchirants qui secouaient tout son corps. C'était le son d'un homme qui se brise. La pièce tomba dans un silence stupéfait et horrifié. Robert se leva rapidement, journant la réunion et raccompagna les membres du conseil, déconcertés, dehors. Il laissa Richard seul dans sa cage au mur de verre, complètement anéanti. Chloé le trouva là, des heures plus tard, assis dans le noir. Les lumières de la ville scintillaient moqueusement dehors. L'histoire de son effondrement avait déjà secoué leur cercle social. Elle était venue pour contrôler les dégâts, pour sauver son investissement. « Richard, chéri, » dit-elle d'une voix douce et apaisante. Elle s'agenouilla devant lui, posant une main sur son genou. « Tout va bien. Tu es sous un immense stress. N'importe qui craquerait. » Il la regarda, les yeux rougis et vides. Il vit le calcul dans son regard. L'ambition qui bouillonnait toujours juste sous la surface. Il vit le masque de sympathie soigneusement appliqué. Et pour la première fois, son contact lui parut étranger, répugnant. « C'est elle qui t'a fait ça, » murmura Chloé, saisissant l'opportunité d'enfoncer le clou. « C'est ce qu'elle voulait, te détruire.
Mais ces mots avaient perdu leur pouvoir. Le mensonge, qui avait été un bouclier si réconfortant, semblait maintenant fragile et faux. Il savait avec une certitude qui traversait son chagrin qu'Isabella n'avait jamais voulu le détruire. Elle voulait seulement se sauver. La cruauté était de la sienne. La négligence était de la sienne. L'échec était le sien. Non, dit-il, la voix rauque. Il repoussa sa main. C'était un petit geste, mais il parut sismique. Ce n'était pas elle, c'était moi. Chloé recula légèrement, son masque glissant une fraction de seconde. Surprise puis irritation traversa ses yeux. Cela ne faisait pas partie du plan. Il était censé être en colère contre Isabella, pas contre lui-même. Il était censé se tourner vers elle pour le réconfort, cimentant sa place à ses côtés. « Ne sois pas ridicule, Richard, » répliqua-t-elle, sa voix perdant sa douceur compatissante. « Tu ne peux pas te blâmer pour sa manipulation. » « Était-ce de la manipulation ?» demanda-t-il, la question s'adressant plus à lui-même qu'à elle. « Ou était-ce du désespoir? Lui ai-je déjà demandé une seule fois ce qu'elle voulait? L'ai-je regardé, vraiment regardé et vu la personne plutôt que le prix? » La vérité, la honte l'envahirent. Il se souvint des livres de droit que Harrison avait trouvés. Il se souvint de sa passion, du feu dans ses yeux quand ils s'étaient rencontrés. Un feu qu'il avait systématiquement éteint par son indifférence désinvolte. Il avait pris une femme vibrante et brillante et avait essayé d'en faire un bel objet. Et il y réussissait. Sa disparition n'était pas une attaque. C'était un acte de survie. Il pleurait de nouveau, mais ses larmes étaient différentes. Ce n'était pas pour la perte de sa possession ou le coup porté à sa fierté. C'étaient des larmes de pur chagrin, sans artifice. Chagrin pour la femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Chagrin pour l'amour qu'il avait jeté. Chagrin pour l'enfant qui naîtrait dans une ville anonyme et qui ne connaîtrait jamais son père. Un père qui seulement maintenant, en son absence, commençait à comprendre ce que signifiait l'aimer. Chloé se leva, son visage une expression de fureur glaciale. Elle était une architecte du pouvoir, et elle reconnaissait une structure défaillante quand elle en voyait une. L'homme sanglotant devant elle n'était pas le titan impitoyable qu'elle avait décidé de conquérir. C'était juste un homme brisé. « Reprends-toi, Richard, » dit-elle, sa voix comme de la glace. « C'est pathétique. » Il ne leva même pas les yeux. Il n'avait pas la force. Il resta assis là, dans les ruines de sa vie parfaite, pleurant une perte qu'il commençait à peine à comprendre. La maîtresse, la vainqueur, se tenait au-dessus de lui. Mais son prix s'était transformé en poussière dans ses mains. Elle n'aurait jamais imaginé que le grand Richard Sterling pleurerait. Elle avait eu raison. Il ne pleurait pas pour elle, ni même pour lui-même. Il pleurait pour Isabella. Et à cet instant, Chloé sut avec une certitude glaçante qu'elle avait perdu. À 300 kilomètres, là où les pins brumeux de l'Oregon rencontrent la puissance brute et tourbillonnante de l'océan Pacifique, Isabella Sterling avait disparu. À sa place se trouvait Anna Lawler. Le nom sonnait étrange et libérateur sur sa langue, une nouvelle page blanche. Elle avait trouvé son chemin vers la petite ville côtière d'Atoria, un lieu de bateaux de pêche robustes, de maisons victoriennes charmantes et usées, et d'un anonymat tranquille qui ressemblait à un baume pour son âme meurtrie. Sa nouvelle demeure était un petit appartement au 2e étage, au-dessus d'une librairie tranquille, avec des fenêtres donnant sur la rivière Columbia, alors qu'elle se jetait dans la mer. C'était un monde loin du penthouse silencieux et opulent. Ici, le silence était différent. Il était rempli du cri des mouettes, du tintement lointain d'une cloche de navire et du murmure apaisant des pages qui tournent dans la boutique en bas. L'air sentait le sel, la pluie et le vieux papier, une odeur qu'elle trouvait plus enivrante que n'importe quel parfum de designer. Les premières semaines avaient été un tourbillon de peur et d'adrénaline. Chaque sirène la faisait sursauter. Chaque regard d'un étranger lui semblait une observation. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, la peur commença à s'estomper, remplacée par une paix hésitante et florissante. Elle avait meublé son appartement avec des trouvailles de seconde main. Chaque pièce choisie pour le confort et le caractère, pas pour son affirmation. Un fauteuil confortable et un peu mou, une table en bois solide marquée par l'histoire d'autres vies, une courte pointe faite par un artisan local. Pour la première fois depuis une décennie, elle était entourée de choses qui lui ressemblaient. Il avait obtenu un emploi à temps partiel dans la librairie en bas. Elle appartenait à Margaret, une femme d'environ 70 ans avec une nuée de cheveux blancs,
les mains tachées d'encre et des yeux qui portaient une profonde gentillesse pleine de savoir. Margaret n'avait pas demandé de référence ni interrogé sur le passé de la femme silencieuse, visiblement enceinte, qui était entrée dans sa boutique un jour. Elle avait simplement vu quelque chose dans les yeux d'Anna, un amour pour les livres, un besoin de refuge, et lui avait offert le poste sur le champ. Le salaire est terrible, les heures sont longues et les clients vous poseront les questions les plus ridicules, avait dit Margaret avec un sourire ironique. Mais la compagnie est bonne, dit-elle en faisant un geste vers les étagères de livres imposantes. Elles ne vous trahissent jamais. Les jours d'Anna prirent un rythme doux et prévisible. Elle se réveillait tôt, regardait les bateaux de pêche partir à la lumière de l'aube, ses mains caressant son ventre, tandis que son fils donnait des coups et se retournait en elle. Elle travaillait à la librairie, recommandant des romans, époussetant des étagères, l'odeur du vieux papier et de la colle de reliure devenant sa nouvelle réalité. Elle parlait avec les habitants, pêcheurs, artistes, retraités, des gens dont la vie était ancrée dans les marées et les saisons, pas dans le marché boursier. Ils étaient curieux mais respectueux, l'acceptant comme la nouvelle femme discrète de la ville. Personne ne demandait de nouvelles d'un mari ou d'une alliance en diamant. On lui demandait simplement comment elle se sentait et si elle avait besoin d'aide pour porter ses courses dans les escaliers. Elle redécouvrait la femme qu'elle était avant Richard. La femme qui trouvait de la joie dans une phrase parfaitement ciselée, qui pouvait passer des heures à débattre de théories juridiques, qui croyait en un monde au-delà de la richesse matérielle. Elle recommença à lire ses anciens livres de droit, sans aucun grand projet, mais simplement pour renouer avec la partie d'elle-même qu'elle avait réprimée si longtemps. Le feu qu'elle croyait éteint se rallumait lentement, timidement. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait une nouvelle livraison de livres, Margaret lui apporta une tasse de thé à la camomille. « Vous semblez plus heureuse ces derniers jours, ma chère, » observa Margaret, son regard doux. « La couleur revient sur vos joues. » Anna sourit, un sourire sincère et spontané qui atteignit ses yeux. « Je me sens plus légère, » admit-elle. « J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Parfois, il faut voyager loin pour trouver un endroit où l'air convient à vos poumons, » dit Margaret avec sagesse. Elle marqua une pause puis ajouta « C'est un bon endroit pour élever un enfant. Ici, les gens veillent les uns sur les autres. » Cette simple déclaration, faite sans la moindre pitié ou curiosité, arracha des larmes à Anna. C'était la validation dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Elle n'était pas une femme en fuite ou une figure tragique. C'était une femme qui construisait une nouvelle vie, une mère qui préparait un port sûr pour son enfant. Et elle pensait souvent à Richard, mais les souvenirs devenaient moins douloureux, plus lointains. Elle ne le détestait pas. Dans sa nouvelle clarté, elle éprouvait surtout une profonde pitié pour lui. Il était enfermé dans une cage qu'il s'était construite, prisonnier de l'ambition qui le poussait. Elle espérait, pour son bien, qu'il trouverait un jour un moyen de s'en sortir. Mais son voyage n'était plus le sien. Sa préoccupation était tournée vers l'avenir, vers l'arrivée imminente de son fils. Elle avait acheté un simple berceau en bois à un menuisier local et l'avait peint d'un jaune doux et ensoleillé. Elle avait tricoté une petite couverture bleue, ses poings inégaux mais remplis d'amour. Elle avait participé à un groupe prénatal local, partageant ses espoirs et ses peurs avec d'autres futures mères, leurs origines formant une tapisserie de vies diverses, toutes unies par l'expérience universelle de la création. Allongée dans son lit une nuit, écoutant la pluie tambouriner contre la vitre, elle sentit son fils donner un coup de pied particulièrement fort. Elle posa sa main sur son ventre et murmura « C'est juste toi et moi, mon petit. Tout ira bien. » Et pour la première fois, elle y croyait de toutes ses forces. Elle avait échangé une cage dorée contre une petite pièce avec vue sur la mer, et ce faisant, avait trouvé une richesse que Richard Sterling n'aurait jamais pu comprendre. Elle s'était retrouvée, et elle était enfin vraiment chez elle. De retour à New York, les répercussions de la crise de Richard dans la salle du conseil furent rapides et brutales. Les murmures que Chloé avait si soigneusement cultivés sur l'instabilité d'Isabella se retournèrent contre lui. L'histoire changea. Richard Sterling, le Titan, s'effondrait sous la pression. Son jugement était altéré. La façade d'une force impénétrable, si soigneusement construite, avait volé en éclats.
et les requins dans l'eau commençaient à rôder. Chloé, voyant ses perspectives d'avenir s'amenuiser avec chaque rumeur, changea sa stratégie de la séduction au contrôle des dégâts, puis au désespoir. Son plan était de se glisser sans heurts dans le rôle de la nouvelle Madame Sterling, la femme qui avait sauvé Richard de son mariage tragique. Mais l'homme auquel elle avait affaire n'était plus le prédateur confiant qui l'avait attiré. Il était apathique, hanté, et pire encore, désintéressé par elle. Elle décida qu'une confrontation directe était sa seule option restante. Elle le coinça dans le penthouse un soir, vêtu non pas d'une robe de cocktail séduisante, mais d'un tailleur pantalon sévère et élégant, comme si elle se préparait à une négociation hostile. « Il faut qu'on parle, Richard, » commença-t-elle, le ton sec et dénué de sa chaleur habituelle. Il se tenait près de la fenêtre, sirotant un verre de scotch, un rituel nocturne devenu son seul réconfort. Il ne se retourna pas pour la regarder. « Je suis fatigué, Chloé. Je suis sûr que tu l'es, » rétorqua-t-elle, la voix acerbe. « Mais votre petit spectacle au bureau a créé un énorme problème pour nous deux. Robert demande une réunion d'urgence pour discuter de votre leadership. » « Votre leadership, Richard. As-tu la moindre idée du travail que j'ai investi là-dedans, en nous? » L'avidité brute et non déguisée dans sa voix perça enfin sa brume mélancolique. Il se tourna lentement, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Il vit l'ambition farouche dans ses yeux, le calcul impitoyable. Et à cet instant, il vit un reflet parfait et terrifiant de lui-même. Elle n'était pas sa partenaire. Elle était sa protégée, son double. Elle voulait le pouvoir, le prestige, le nom. Elle ne voulait pas de lui l'homme brisé debout devant elle. Elle voulait Richard Sterling, S.A., la marque. « Cela n'a jamais été à propos de nous, n'est-ce pas? » dit-il, la voix baissée, alourdie par une lassitude de révélation. « C'était à propos de toi. » Chloé laissa échapper un rire court et incrédule. « Or, n'ose pas essayer de prendre la haute moralité avec moi. Toi et moi sommes les mêmes, Richard. Nous voyons ce que nous voulons et nous le prenons. Je te voulais, ton monde, et j'étais sur le point de l'obtenir. Tu ne penses pas que je l'ai mérité? Je suis resté à tes côtés. Je t'ai écouté te plaindre de ta triste et parfaite femme. J'étais là quand elle t'a abandonné. »« Elle ne m'a pas abandonné, dit-il. Les mots avaient le goût de la vérité. Elle laissait s'échapper. Cet aveu plana dans l'air entre eux, net et indéniable. C'était la seule vérité que Chloé ne pouvait pas accepter parce qu'elle invalidait tout son récit, toute sa victoire. « Elle s'est enfuie comme une lâche, » cracha Chloé, son sang-froid finissant par craquer. « Elle t'a laissé et elle a emporté ton fils. »« Est-ce qu'elle l'a fait? » répliqua Richard, faisant un pas de plus, ses yeux clairs pour la première fois depuis des mois. « Où est-ce que je l'ai poussée au départ? Ai-je créé un foyer si froid, une vie si vieille que fuir vers l'inconnu avec rien était une meilleure option? L'ai-je jamais aimée, Chloé? Ou est-ce que je la possédais seulement? » Il ne lui posait pas vraiment la question. Il donnait voix aux interrogations qui le tourmentaient dans le silence de la nuit. Il voyait tout avec une clarté sickening. Maintenant, la tristesse silencieuse d'Isabella, ses sourires forcés, sa retraite dans un monde à elle, n'étaient pas des signes de faiblesse. C'étaient des symptômes de son propre échec. Chloé le fixa, le visage un masque d'incrédulité et de rage. C'était son plan final et il réécrivait les règles. « Je n'ai pas le temps pour ta crise existentielle, Richard, » dit-elle, sa voix tombant en un sifflement bas et menaçant. « Il faut que tu gères cette situation. Fais une déclaration. Accuse Isabella. Dis au monde qu'elle est instable mentalement et que tu es la victime. Reprends ton pouvoir, sinon tu vas tout perdre et je ne coulerai pas avec toi. » C'était un ultimatum, un dernier pari désespéré. Elle essayait de faire appel à l'ancien Richard, l'homme qui valorisait le pouvoir et le contrôle par-dessus tout. Mais cet homme n'était qu'un fantôme. Il la regarda, cette belle, brillante et impitoyable femme, et ressentit une profonde pitié. Elle était toujours piégée dans le jeu dont il commençait enfin à voir la sortie. « C'est fini, Chloé, » dit-il, la voix plate. « Terminé. »« Qu'as-tu dit? »« Notre arrangement. C'est fini. Je veux que tu fasses de tes valises et que tu partes du cabinet de cet immeuble, de ma vie. » Le visage de Chloé devint pâle, puis se remplit d'une rougeur furieuse. « Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ça, tu l'as choisie elle.
Une femme qui n'est même pas là. Je ne la choisis pas, dit-il doucement. Je choisis autre chose, quelque chose de mieux. Je choisis d'arrêter d'être l'homme qui méritait d'être quitté. Tu devrais y aller. Il lui tourna le dos, un geste de rejet plus puissant que n'importe quel cri, et regarda de nouveau la ville. Il entendit son halètement, un son étranglé de pure fureur. Il y eut un moment de silence chargé, puis le bruit de ses talons claquant avec colère sur le marbre, le coup de porte résonnant dans le vaste appartement vide. Il était seul, vraiment seul. La maîtresse était partie, l'épouse était partie. Mais pour la première fois depuis la disparition d'Isabella, il ne ressentit aucune perte. Il ressentit un sentiment étrange, terrifiant et exaltant de liberté. Il avait enfin touché le fond et la seule direction possible était de remonter. Un mois après la confrontation avec Chloé, M. Harrison demanda une dernière rencontre. Il s'assit sur la même chaise qu'à sa première visite, l'expression illisible, sa veste en tweed usée et familière dans l'opulence désormais oppressante du penthouse. « L'affaire est dans l'impasse, Monsieur Sterling, dit-il, allant droit au but. Il n'y eut pas de préambule, pas d'adoucir le coup. Complètement glacial, nous avons épuisé toutes les pistes. Les cartes prépayées, les boîtes postales, les faux noms. Elle avait toujours une longueur d'avance. C'est un fantôme. Mon avis professionnel, il fit une pause rencontrant le regard de Richard, c'est que votre femme ne veut pas être retrouvée et la femme que j'ai traquée est assez débrouillarde pour en faire une réalité. Vous pourriez dépenser le reste de votre fortune et le reste de votre vie à chercher, et vous ne la trouveriez peut-être jamais. Il fit glisser une dernière facture sur la table. Je vous conseille d'arrêter pour votre propre bien. Laissez-la partir. L'ancien Richard aurait fait rage, aurait jeté plus d'argent sur le problème, refusant d'accepter la défaite. Mais l'homme assis en face de Harrison hocha simplement la tête, un étrange calme le submergeant. Les mots de l'enquêteur n'étaient pas une défaite. C'était une forme de permission. La permission d'arrêter de combattre une guerre qu'il avait déjà perdue, une guerre qu'il avait commencée. « Merci, Harrison, dit-il, la voix égale, pour tout. » Harrison parut surpris par la résignation silencieuse. Il se leva, serra la main de Richard et partit. Le clic de la porte se refermant derrière lui fut un son de finalité. Les recherches étaient terminées. Isabella était vraiment partie. Au lieu du désespoir écrasant qu'il avait anticipé, Richard ressentit une paix tranquille. L'énergie frénétique qu'il avait consumée pendant des mois s'était dissipée, laissant un vaste espace silencieux dans son sillage. L'obsession avait été un bouclier, un moyen d'éviter de regarder l'épave de sa propre vie. Maintenant, il ne restait plus qu'à examiner les dégâts. Il commença petit. Il vendit le penthouse. La cage dorée contenait trop de fantômes, trop de rappels de ses échecs. Il emménagea dans un appartement plus petit et plus discret, au centre-ville. Un endroit avec des planchers en bois chaleureux et des murs qu'il remplit non pas d'or d'investissement, mais de photographies de ses parents, de sa sœur, d'une enfance qu'il avait longtemps laissée derrière lui. Il commença le lent et douloureux travail de réparation des relations que son ambition avait corrodées. Il appela sa jeune sœur, Sarah, à qui il n'avait pas parlé depuis plus d'1 an, après une dispute concernant l'oubli de l'anniversaire de son fils. Il s'excusa sans excuse ni justification. Le silence à l'autre bout du fil fut long. Puis sa voix émue dit « Tu m'as manqué, Rich ». C'était un début. Il se retira des opérations quotidiennes de son entreprise, promouvant un cadre compétent pour le remplacer. Il découvrit que la quête incessante de la prochaine affaire, de la prochaine conquête, ne l'attirait plus. Le conseil d'administration, ayant été témoin de sa dépression et de son retrait subséquent, fut soulagé. Il était toujours le propriétaire, mais il n'était plus le roi. Il commença à marcher dans la ville, sans but précis, juste pour la voir, pour en ressentir le rythme. Il remarqua les musiciens de rue, les rires d'enfants dans les parcs, les petits drames humains du quotidien qu'il avait ignorés depuis les vitres teintées de sa voiture avec chauffeur. Un samedi, sur un coup de tête, il entra dans une soupe populaire, un endroit avec lequel il n'aurait auparavant interagi qu'en faisant un gros chèque déductible d'impôts. Il était maladroit au début, un homme en pull en cachemire complètement hors de son élément. Mais on lui confia la tâche de couper des légumes, ses mains plus habituées à signer des contrats, devenant calleuses et rugueuses. Il écouta les histoires des gens qu'il servait, des histoires de difficultés, de pertes et d'incroyable résilience. Il ressentit un sentiment de connexion,
d'humanité partagée dont sa richesse l'avait toujours isolé. Il commença à faire du bénévolat là-bas tous les week-ends. Il changeait. Le chagrin pour Isabella et son fils n'avait pas disparu, mais il s'était transformé. Ce n'était plus une obsession frénétique et furieuse, mais une douleur silencieuse et persistante dans son cœur. Un rappel de l'homme qu'il avait été et de l'homme qu'il essayait de devenir. Il ne faisait pas ces choses pour la retrouver ou pour gagner son pardon. Il le faisait pour lui-même. Il essayait de construire une vie d'où la femme qu'elle était devenue n'aurait pas eu besoin de s'échapper. Il pensa à l'enfant, son fils. Le garçon aurait presque 2 ans maintenant. Richard l'imaginerait dans son esprit. Un petit garçon avec les yeux sérieux d'Isabella et peut-être son propre menton têtu. Il se demanda si le garçon était heureux, s'il était aimé. Il savait avec une certitude qui lui apportait à la fois douleur et réconfort qu'avec Isabella comme mère, la réponse était oui. Il avait manqué la naissance, les premiers pas, les premiers mots. Il avait perdu le droit d'être un père. Mais il pouvait encore devenir un homme bon. Peut-être qu'en fin de compte, c'était une forme de rédemption. Son cœur, autrefois fermé et blindé, s'ouvrait lentement, douloureusement à un monde qu'il n'avait jamais vraiment vu. 3 ans passèrent. Le nouveau Richard Sterling était un homme plus calme, plus réfléchi. Son entreprise prospérait toujours, mais à distance, gérée par d'autres. Sa vie était plus simple, sa richesse un outil de philanthropie discrète plutôt qu'une arme d'ego. La douleur dans son cœur pour son fils perdu et l'épouse qu'il n'avait jamais vraiment connue demeurait. Mais elle s'était installée, faisant partie de son paysage. Une triste et belle caractéristique qui lui rappelait le chemin parcouru. Il était à Portland pour une conférence sur le développement urbain durable, un projet passionné qui l'avait profondément impliqué. La conférence se termina un jour plus tôt. Il se retrouva avec 24 heures rares et non structurées. Sur une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, il loua une voiture et commença à rouler vers l'ouest en direction de la côte. Il n'avait aucune destination en tête, juste une envie irrésistible d'aller vers la mer, vers la vaste étendue grise et sauvage du Pacifique. Il traversa des forêts de pins imposants. L'air devenait plus frais, teinté d'une odeur de sel et de terre humide. Il arriva à Atoria, cette charmante ville historique accrochée à la colline, là où la rivière rencontrait l'océan. Il y ressentit un sentiment de paix, un sentiment d'être au bord du monde. Il se promena le long du front de mer, observant les otaries aboyer sur les quais, et il ressentit un étrange sentiment d'appartenance, une quiétude. Il erra dans la rue principale de la ville, bordée de boutiques d'antiquités et de petits cafés. Une librairie avec une enseigne peinte à la main, Margaret's Books, attira son regard. Il entra. Le tintement d'une petite cloche annonça son arrivée. L'intérieur était chaleureux et encombré. Il y régnait une merveilleuse odeur de vieux papier et de fumée de bois venant d'un petit poêle dans le coin. Il parcourut les étagères, ses doigts traçant les dos de romans très aimés. Et puis il l'entendit. Une voix de femme, douce et claire, lisant un livre pour enfants. La lune est haute, les étoiles brillent. Dors maintenant, petit enfant, et rêve de la lumière. La voix était d'une familiarité poignante. Son cœur se mit à battre, un rythme frénétique et assourdissant contre ses côtes. Il avança lentement, prudemment, vers la section pour enfants à l'arrière du magasin. Et là, elle était. Elle était assise dans un petit fauteuil à bascule. Un petit garçon aux cheveux foncés et bouclés était blotti sur ses genoux. C'était Isabella, mais ce n'était pas non plus Isabella. Ses cheveux étaient plus courts. Son visage était sans maquillage, marqué de fines rides autour de ses yeux qui racontaient le rire et le souci. Elle portait un simple pull et un jean. Elle semblait réelle, ancrée. La beauté fragile en porcelaine d'Isabella Sterling avait été remplacée par la présence vibrante et chaleureuse de cette femme, Anna. Une femme. Anna. Le petit garçon sur ses genoux leva les yeux, et le souffle de Richard se bloqua dans sa gorge. Le garçon avait son menton, ses cheveux sombres, mais ses yeux. Ses yeux étaient entièrement les siens, larges, sérieux et intelligents. C'était son fils. Elle termina le livre et le referma, embrassant le sommet de la tête du garçon. Elle leva ensuite les yeux, et ses yeux rencontrèrent ceux de Richard à travers les étagères bondées. Pendant un long moment, le monde s'arrêta. Il n'y eut aucun choc sur son visage, aucune peur,
Juste une lueur de reconnaissance, suivie d'une profonde et calme tristesse, puis quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Il ne savait pas quoi faire, quoi dire. Le script qu'il avait répété 1000 fois dans sa tête, fait de colère, de supplication, d'exigence, disparut. Ce script était pour un autre homme, pour une autre femme. Elle se leva, prenant doucement la main du garçon. « Léo, c'est une vieille amie de maman, dit-elle, la voix posée. » Richard s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Bonjour, Léo, dit-il, sa voix épaisse de larmes non versées. « Je suis très heureux de te rencontrer. » Léo le regarda avec les yeux graves de sa mère, puis lui adressa un sourire timide. Isabella Anna parla alors, sa voix douce. « Que fais-tu ici, Richard? » Ce n'était pas une accusation, c'était une question simple. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je crois que je cherchais un endroit pour être tranquille. Je ne savais pas que je te cherchais. » Ils restèrent dans le silence de la librairie, l'air épais d'années inexprimées, de douleur, de croissance et de changement. Une femme plus âgée aux yeux gentils, Margaret, les observait depuis le comptoir, mais ne dit rien. « Il est magnifique, » murmura Richard, le regard fixé sur Léo. « Il l'est, » accepta-t-elle doucement. « Il est heureux, il est en sécurité. » C'était à la fois une affirmation et une réassurance qu'elle avait fait le bon choix. Il la regarda enfin, cette femme qui était à la fois une étrangère et la personne la plus importante de son monde. Et il sut que ce n'était pas le moment de grands gestes ou de retrouvailles dramatiques. Il ne s'agissait pas de récupérer ce qu'il avait perdu. Cette vie, ce mariage était terminé. Ils étaient deux personnes entièrement différentes maintenant, façonnées par les chemins séparés qu'elles avaient parcourus. « Je suis désolé, Isabella, » dit-il, et le nom sonnait étranger maintenant. « Pour tout, pour l'homme que j'étais, pour ne pas t'avoir vu. Je suis tellement, tellement désolé. » Une seule larme traça un chemin sur sa joue, mais elle n'était pas triste. C'était une larme de libération. « Je sais, Richard, dit-elle, je t'ai pardonné il y a longtemps. » La fin n'était pas ce qu'il avait jamais imaginé. Il n'y aurait pas de retour triomphal, pas de réconciliation. Mais alors qu'il se tenait dans cette librairie silencieuse, regardant la femme que sa femme était devenue et le fils qu'il rencontrait pour la première fois, il ressentit un profond sentiment d'espoir. Ce n'était pas une fin. C'était une nouvelle connexion imprévue. Une chance peut-être, non pas de reconstruire ce qui était brisé, mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, à partir de zéro. C'était un début calme, inattendu et profondément inspirant. L'histoire de Richard et Isabella nous montre que la vraie croissance commence souvent seulement quand nous avons le courage de lâcher la vie que nous avions planifiée. Leur voyage ne consistait pas à se retrouver, mais à se retrouver eux-mêmes. C'est un puissant rappel que la résilience, la connexion et l'authenticité sont les vrais trésors de la vie. Si leur histoire de transformation et de seconde chance a touché votre cœur, veuillez aimer cette vidéo pour aider à la diffuser. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de fiction romantique de la vie réelle qui explore les profondeurs du cœur humain. Merci de votre visionnage.